Lorsque nous observons comment certaines situations se déséquilibrent sans cause apparente, nous percevons l'existence de dynamiques internes agissant au-delà de la surface immédiate, et ce constat ouvre la voie à une enquête plus précise sur l'équilibre. De nombreuses personnes rapportent des changements soudains de focalisation, de motivation ou de stabilité émotionnelle, et ces témoignages révèlent des schémas qui ne s'expliquent pas uniquement par des facteurs externes. La philosophie chinoise ancienne a décrit ce type de phénomène à travers le yin et le yang, non comme une métaphore, mais comme un modèle fonctionnel d'organisation du réel. L'idée de complémentarité apparaît alors comme une clé interprétative permettant de comprendre des oscillations souvent ignorées au quotidien. La question devient pertinente lorsque nous comprenons que l'instabilité n'est pas un événement, mais un processus qui se forme par couches. Le point de départ de ce contenu est précisément de montrer comment ces couches peuvent être identifiées avec une précision conceptuelle. Dans de nombreuses études contemporaines sur l'autorégulation, on observe que des comportements extrêmes surgissent lorsqu'un seul type de réponse domine sans contrepoids. Ce phénomène apparaît dans des processus décisionnels accélérés, dans des cycles d'épuisement productif et même dans des interactions sociales où une seule tendance s'impose comme norme permanente. L'absence d'alternance fonctionnelle produit une usure, car l'organisme humain fonctionne mieux par complémentarité que par linéarité. Cette observation permet de rapprocher la pensée moderne des formulations classiques, révélant que le modèle yin-yang décrit des principes présents dans les systèmes vivants et non uniquement dans les traditions spirituelles. Une rupture quotidienne fréquemment évoquée est la perte de clarté mentale après de longues périodes de concentration continue. Ce type d'effondrement cognitif ne s'explique pas par une fragilité individuelle, mais par l'absence d'alternance entre rétraction et expansion. La tension augmente lorsque le sujet tente de maintenir un seul pôle de fonctionnement au-delà de sa limite opérationnelle. L'analyse du yin-yang offre un cadre capable d'interpréter cet effondrement comme le signe d'une organisation incomplète et non comme une défaillance personnelle. Cet angle de lecture réduit les interprétations erronées et oriente l'attention vers des structures pouvant être ajustées de manière objective. C'est à ce moment que le contenu devient directement applicable, puisqu'il propose une compréhension opérationnelle de l'équilibre interne. L'observation des décisions quotidiennes révèle un autre aspect important. La tendance humaine à agir à partir de réponses immédiates, sans considérer la polarité complémentaire nécessaire pour soutenir la stabilité. Lorsque l'action devient dominante, le système perd en profondeur. Lorsque l'introspection se prolonge, le système perd en direction. Le yin-yang permet d'examiner cette dynamique comme une relation structurelle entre deux fonctions indispensables. Dans cette perspective, l'instabilité cesse d'être interprétée comme une erreur et devient l'indicateur d'un désajustement entre fonctions internes. Ce déplacement conceptuel ouvre la voie à des interventions plus précises, tant comportementales que cognitives. Un point souvent négligé est que les schémas de déséquilibre ne naissent pas de grands événements, mais de petites asymétries accumulées au fil du temps. Cette perception se confirme lorsque nous examinons des habitudes quotidiennes qui favorisent un pôle et négligent l'autre. La lecture du yin-yang fournit un vocabulaire clair pour identifier ces écarts à l'avance. L'utilité de cette approche réside dans sa capacité à transformer des signaux diffus en paramètres objectifs. Cela rend possible l'ajustement des routines, des relations et des décisions sur la base de critères vérifiables. Prenons un exemple simple issu de recherches sur le comportement adaptatif. Les systèmes qui alternent entre repos et action présentent une plus grande efficacité et un moindre épuisement. Ce résultat, observé dans des domaines tels que les neurosciences, l'ergonomie et la psychologie organisationnelle, correspond directement à la logique de complémentarité décrite par la philosophie chinoise. La corrélation entre ces champs renforce l'utilité transversale du modèle yin-yang. À partir de cette intersection, il devient possible de construire une compréhension intégrée reliant corps, esprit et environnement. Ce lien n'a pas une fonction métaphorique, mais structurelle. La vidéo s'appuie sur ce point de convergence pour fonder l'analyse conceptuelle. C'est l'axe qui orientera la suite du contenu. Le solstice présente ce thème avec l'objectif d'offrir une clarté théorique et une applicabilité immédiate.
L'intention est que vous compreniez le yin-yang non comme un symbole décoratif, mais comme un système d'analyse permettant d'expliquer des phénomènes mesurables. La nécessité d'approfondir ce sujet devient urgente lorsque nous constatons que de nombreux déséquilibres actuels proviennent de l'incapacité à reconnaître des polarités fondamentales. Une compréhension inadéquate de ces polarités crée des distorsions qui affectent la routine, les relations et la santé mentale. Cette vidéo fournit des critères pour identifier et réorganiser ces dynamiques avec précision. Tout le développement qui suit a été structuré pour offrir ce niveau de rigueur. Si cette étude a du sens pour vous, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un like. Lorsque les chercheurs de la dynastie Han ont rapporté que de petits déséquilibres dans la routine des lettrés précédaient des périodes d'instabilité politique, ils décrivaient un phénomène que nous reconnaissons aujourd'hui comme la relation entre microtensions internes et conséquences collectives. Et ce constat historique constitue le point de départ conceptuel de cette leçon. Ces archives observaient que des modifications minimes du rythme de sommeil, de la qualité de l'attention ou de la manière de répondre aux sollicitations externes anticipaient des comportements imprévisibles. L'exposition initiale du problème montre que des signes presque imperceptibles peuvent indiquer des forces internes opérant hors équilibre. Ce type de documentation n'est pas apparu comme un mythe, mais comme une tentative concrète de comprendre pourquoi des groupes humains oscillaient entre coopération et conflit. La présence de deux pôles de comportement, tantôt rétractés, tantôt expansifs, était fréquemment mentionnée comme variable pertinente. À mesure que ces études anciennes avançaient, une tension croissante surgissait entre les récits empiriques et la difficulté d'expliquer l'origine des schémas observés. Les chercheurs percevaient qu'il n'y avait pas suffisamment de linéarité pour justifier les transformations, et cette absence de linéarité poussait à chercher un modèle plus englobant. La tension s'accentuait lorsque des événements apparemment sans lien produisaient des réactions similaires, suggérant que l'origine ne résidait pas dans l'événement lui-même, mais dans des structures internes communes. Cette constatation les conduisit à examiner les rythmes corporels, les variations émotionnelles et les oscillations de comportement comme des éléments d'un même système. L'inconfort ressenti face à des explications incomplètes donna naissance à un débat qui traversa école et tradition. Chaque mouvement interprété comme force est également signe de fragilité, et chaque rétraction perçue comme limite constitue aussi un indice de réorganisation. Les archives anciennes ne considérèrent pas cette ambiguïté comme une contradiction, mais comme une caractéristique essentielle du phénomène humain. Il était courant qu'un même individu fasse preuve de courage dans un contexte et d'hésitation dans un autre, sans qu'il existe d'explication claire à cette oscillation. Cette absence d'explication créait un espace de questionnement qui exigeait un modèle d'analyse plus raffiné. La coexistence simultanée de forces opposées rendait insuffisantes les interprétations simplifiées. Lorsque nous examinons les cas où des diplomates anciens perdaient de leur précision argumentative après de longues périodes d'activité ininterrompue, nous observons que l'alternance entre rétraction et expansion était une condition indispensable à la stabilité mentale. Cette observation ne se limitait pas au contexte politique, mais apparaissait dans les pratiques artistiques, rituelles et éducatives. La répétition de ce schéma suggérait qu'une logique interne régulait le comportement au-delà des intentions individuelles. L'intérêt de ces chercheurs était de comprendre cette logique et de la transformer en savoir applicable. Les témoignages de maîtres artisans de la période Tang décrivent que la perte de précision manuelle était toujours précédée d'une période de concentration excessive, prolongée, sans pauses adéquates. Le détail de ces récits montre que de petites déviations s'accumulaient et altéraient la performance avant même que l'artisan ne perçoive consciemment un quelconque changement. Cette dimension préconsciente du déséquilibre était observée avec attention, car elle révélait une dynamique interne indépendante de l'effort volontaire. À partir de ces descriptions, nous comprenons que l'étude du yin et du yang ne se rapporte pas à des croyances, mais à des mécanismes vérifiables. Dans les documents consacrés aux pratiques méditatives, on remarque que la stabilité émotionnelle n'était pas décrite comme un état fixe, mais comme le résultat d'une alternance continue entre concentration et dispersion contrôlée. Cette formulation surprend de nombreux lecteurs modernes,
car elle contredit l'idée selon laquelle l'équilibre consiste à éliminer l'un des pôles. L'étude attentive de ces archives montre que la cohérence émerge de l'interaction entre fonctions complémentaires. Cette interaction ne se réduit pas à une métaphore, mais correspond à l'observation systématique de processus physiologiques et cognitifs. Le comportement humain répond à des principes d'alternance qui opèrent indépendamment de la volonté consciente, et comprendre ces principes élargit notre capacité à interpréter et ajuster nos schémas internes. La progression entre exposition, tension et ambiguïté révèle que le yin et le yang ne sont pas des symboles décoratifs, mais des descriptions fonctionnelles du mode selon lequel les systèmes s'autorégulent. La suite de la vidéo approfondit chacune de ces dimensions avec méthode et clarté. C'est dans cette direction que nous poursuivons à partir de maintenant. Pour suivre la séquence complète, continuez votre lecture. Lorsque des individus tentent de retrouver la stabilité uniquement en intensifiant l'effort, en augmentant la focalisation ou en réprimant leurs réactions internes, ils finissent par produire l'effet inverse de celui recherché, car ils maintiennent artificiellement un état d'activation continue que l'organisme ne peut soutenir sur de longues périodes. Ce type de stratégie crée un cycle d'hyperexcitation physiologique qui compromet les fonctions d'attention, de mémoire et de prise de décision. L'insistance à forcer l'équilibre conduit à des réponses de stress prolongées qui réduisent la flexibilité cognitive. La recherche de compensation rapide, comme la consommation répétée de stimuli numériques, une auto-exigence croissante ou la suppression émotionnelle, intensifie l'usure et prolonge le déséquilibre. Cet ensemble d'effets secondaires montre que tenter de résoudre le problème en opérant uniquement sur le pôle actif du fonctionnement humain est inefficace. Une technique peu diffusée, mais soutenue par des études de neurorégulation, est le cycle de récupération neurosensorielle de 120 secondes, utilisé dans des protocoles de performance cognitive et de régulation autonome. La technique consiste à établir un bloc de travail de 3 minutes avec une focalisation modérée, immédiatement suivie de 2 minutes de suppression sensorielle contrôlée, sans stimuli auditifs, sans mouvement corporel et avec une réduction délibérée de l'entrée visuelle. Durant ces 2 minutes, la personne maintient une respiration nasale lente, les yeux mi-clos et une posture stable, réduisant ainsi le volume d'informations traitées par le cortex préfrontal. Cette procédure induit une transition mesurable de la dominance sympathique vers un état d'équilibre avec le parasympathique. Le cycle complet dure 5 minutes et peut être répété de 4 à 6 fois sans perte d'efficacité. Lorsqu'on applique ce cycle, on observe une réduction constante de la dispersion cognitive et de l'impulsivité, car le cerveau retrouve sa capacité de transition entre différents états opérationnels. Lorsque le système reste activé trop longtemps, il perd en précision et le cycle de récupération restitue cette précision en rétablissant un contraste fonctionnel entre focalisation et silence interne. La technique empêche que la fatigue soit interprétée comme une défaillance personnelle, car elle révèle que le problème naît de l'absence d'alternance et non d'un manque d'effort. Les études montrent une amélioration significative dans les tâches de raisonnement, de lecture analytique et de régulation émotionnelle après la répétition systématique du cycle. La pratique corrige l'erreur structurelle consistant à vouloir maintenir une constance absolue dans des états qui sont, par nature, dynamiques. Elle rend à l'organisme sa capacité d'adaptation rapide. Cette réponse adaptative n'émerge que lorsque le contraste entre les pôles est respecté. Une autre intervention précise et peu connue est l'ajustement tensionnel de l'axe postural, utilisé dans les laboratoires de biomécanique pour réguler le tonus autonome. La technique consiste à déplacer légèrement la tête selon 2 axes, une inclinaison minimale vers l'avant et une expansion thoracique douce, pendant 20 secondes, répétée 3 fois. Ces ajustements stimulent des mécanorécepteurs qui modulent les voies autonomiques responsables de la stabilisation émotionnelle et de la clarté cognitive. Le procédé réduit les signes précoces d'hyperactivation, tels que microtremblements, rigidité mandibulaire et accélération respiratoire involontaire. La stabilisation qui en résulte améliore la capacité à maintenir une direction sans recourir à un effort excessif. Il s'agit d'une intervention physiologique objective, indépendante de toute interprétation subjective.
Son efficacité découle de son action directe sur les circuits physiques de l'équilibre. En combinant ces deux techniques, le cycle neurosensoriel et l'ajustement tensionnel, on obtient un protocole complet qui réorganise le système sans recourir à des méthodes invasives ni à des stratégies mentales abstraites. L'alternance entre focalisation structurée et réduction sensorielle crée un champ interne stable, tandis que l'ajustement postural prévient l'escalade tensionnelle précoce. Cette combinaison corrige la tendance courante à vouloir résoudre les déséquilibres uniquement par la voie cognitive, en ignorant que le corps anticipe les altérations avant la conscience. La régularité dans l'application du protocole réduit la probabilité d'entrer dans des cycles d'épuisement. Il est important de noter que toute solution qui ignore les polarités internes tend à produire des effets secondaires prévisibles, tels que perte de précision, irritabilité et sensation de rupture imminente. Les solutions fondées uniquement sur la force de volonté ou le contrôle émotionnel, négligeant la manière dont les systèmes humains s'organisent réellement. Ces pratiques montrent que réorganiser le fonctionnement interne exige précision et méthode, non intensification de l'effort. En respectant l'alternance entre les pôles, l'organisme retrouve flexibilité, direction et stabilité avec moins d'usure. Cela transforme l'équilibre en processus opérationnel et non en idéal abstrait. L'application régulière de ces techniques confirme que de petites interventions physiologiques peuvent reconfigurer les schémas cognitifs de manière mesurable. C'est sur cette base que nous avancerons pour approfondir la compréhension du yin et du yang dans la suite du contenu. Si vous souhaitez intégrer ce savoir à votre quotidien, commencez par commenter la phrase « Je rétablis mon rythme ». Cela renforce votre engagement envers la réorganisation intégrale qui s'amorce ici. Lorsque nous analysons le protocole d'alternance entre activation et désactivation sous un angle conceptuel, nous constatons que son efficacité ne provient pas de l'effort conscient, mais de la restauration d'un rythme qui régule les fonctions cognitives et émotionnelles. La littérature psychologique montre que les systèmes humains conservent leur stabilité lorsqu'ils fonctionnent en cycle de contraste et non dans des états maintenus artificiellement. Le modèle taoïste interprète ce contraste comme une interaction dynamique entre yin et yang, considérant qu'aucun pôle n'accomplit sa fonction de manière complète sans l'autre. Cette lecture n'est pas métaphorique, mais descriptive, car elle structure un mode de fonctionnement fondé sur des variations continues et nécessaires. Lorsque l'individu tente de demeurer uniquement dans le pôle actif, le système perd en cohérence et augmente ses réponses de stress. Lorsqu'il tente de rester uniquement dans le pôle réceptif, le système perd en direction et en efficacité. La pratique présentée corrige ce décalage en réintroduisant une alternance mesurable. Ainsi, le protocole devient l'expression concrète de la logique de complémentarité. La psychologie définit l'autorégulation comme la capacité de transiter entre différents états selon les exigences de l'environnement et non comme la permanence prolongée dans un mode unique de fonctionnement. Le cycle neurosensoriel de 5 minutes renforce cette définition en établissant des moments distincts de focalisation et de réduction sensorielle, permettant au cerveau de réorganiser les réseaux d'attention et de contrôle exécutif. En terminologie taoïste, l'esprit alterne entre phases d'expansion et de repli, produisant une harmonie opérationnelle qui équilibre stimulus et pause. Cette harmonie n'est pas un idéal statique, mais un processus continu qui se renouvelle à chaque transition. Les études montrent que l'alternance réduit la surcharge du cortex préfrontal, prévenant les effondrements cognitifs liés à l'hyperactivation. Ce lien direct entre contraste et réorganisation confirme que la pratique opère selon des principes structurels universels. Le résultat est une augmentation de la précision, non par l'effort, mais par le rythme. En observant ces interventions sous l'angle du bouddhisme, nous remarquons la même importance accordée à la transition entre états comme moyen de réduire la réactivité. Dans les traditions méditatives, l'équilibre ne signifie pas absence de mouvement, mais capacité d'alterner entre focalisation et ouverture sans perte de stabilité interne. Le protocole présenté fonctionne selon cette logique en réduisant les stimuli pendant 2 minutes, permettant au système de revenir à un point basal de perception.
Cette réduction volontaire des stimuli réorganise les réseaux internes sans requérir suppression émotionnelle ou effort cognitif excessif. La spiritualité bouddhiste décrit cet état comme une clarté fonctionnelle, dans laquelle l'organisme répond à l'environnement sans porter de tension accumulée. La psychologie le décrit comme une diminution de l'interférence interne. Les deux perspectives convergent vers l'idée que l'équilibre est le produit de l'alternance. Lorsque nous examinons ces éléments dans leur ensemble, nous constatons que le protocole crée les conditions internes nécessaires pour restaurer une harmonie fonctionnelle entre des pôles qui, isolés, génèrent de l'usure. La complémentarité entre focalisation modérée, suppression sensorielle brève et micro-ajustements posturaux rend au système sa capacité naturelle de réorganisation. La psychologie explique cet effet par la réduction de la charge exécutive. Le taoïsme, par la recomposition du flux entre yin et yang. Le bouddhisme, par la restauration d'une attention stable. Ces cadres d'analyse ne s'opposent pas, mais se complètent, car ils décrivent différents niveaux d'un même phénomène. Lorsqu'ils sont appliqués ensemble, ils offrent une explication complète du processus. La pratique devient alors un outil d'harmonisation structurelle. Son impact découle de sa cohérence avec des principes universels. Le point central de cette analyse est de montrer que l'équilibre n'est pas le produit d'une imposition, mais d'une alternance régulée, et que la pratique présentée fournit une méthode mesurable pour rétablir cette alternance. Le concept spirituel d'harmonie cesse d'être abstrait lorsque nous observons sa manifestation physiologique directe. Le concept psychologique de régulation cesse d'être technique lorsque nous comprenons sa racine structurelle. Les deux convergent vers une lecture unifiée. Les systèmes humains fonctionnent mieux lorsqu'ils transitent entre les pôles de manière rythmée. La pratique décrite opère précisément dans cet intervalle, reliant corps, esprit et organisation interne. Cette intégration confère à la technique sa pertinence immédiate. En avançant vers la section suivante, songez à commenter la phrase « Je restaure mon équilibre ». Cela renforce votre engagement envers l'application consciente de ce savoir. Lorsque nous rassemblons tous les éléments abordés, nous percevons que la logique de l'alternance ne décrit pas seulement un mécanisme interne, mais un principe qui traverse le comportement, la perception et l'orientation existentielle. Et cette perception élargit la portée de ce que nous appelons équilibre. La philosophie taoïste affirme que la clarté apparaît lorsque nous observons le mouvement des pôles sans tenter de les fixer. Et cette affirmation prend un sens concret lorsque nous reconnaissons comment de petites transitions structurent notre stabilité quotidienne. Le bénéfice d'avoir suivi cette analyse réside précisément dans la compréhension que l'harmonie n'est pas un objectif, mais une compétence entraînable. La synthèse de ce parcours révèle que la véritable force ne réside pas dans le maintien de l'intensité, mais dans la capacité à reconnaître le moment exact de revenir à l'axe. En revisitant le chemin parcouru, nous observons que chaque technique étudiée a pointé vers un même fondement. L'organisme retrouve sa cohérence lorsqu'il cesse de résister au rythme et commence à l'accompagner avec précision. Psychologie, spiritualité et physiologie ont convergé pour montrer que la régulation naît de cycles, et non d'intentions isolées. Cette convergence produit une clarté particulière, comme si un contour autrefois diffus prenait enfin une forme intelligible. Le caractère poétique de cette découverte ne provient pas de métaphores, mais de l'élégance structurelle qui se révèle lorsque nous comprenons le processus. La philosophie taoïste appellerait cela un retour naturel au flux. La pratique des techniques présentées renforce l'idée que l'équilibre ne dépend pas d'un effort continu, mais de la précision dans l'identification de l'instant de repositionnement. Cette compréhension génère un sentiment d'autonomie, car elle montre que la stabilité n'est pas un don, mais un processus reproductible. La spiritualité orientale a toujours enseigné que le chemin ne se révèle qu'au pas suivant, et non dans la fin imaginée. La synthèse poétique de cet enseignement affirme que le rythme juste naît lorsque nous écoutons l'intervalle entre une impulsion et la suivante. Cette phrase ne clôt pas l'apprentissage, mais le transforme en expérience. Le modèle de non-conclusion nous invite à rester attentifs au mouvement interne. C'est une invitation subtile à une contemplation continue. Tout au long de cette analyse, nous avons vu que la complémentarité n'est pas opposition, mais organisation fonctionnelle,
et cette distinction transforme radicalement notre manière d'interpréter les tensions internes. La compréhension de ce point offre un bénéfice immédiat: réduire le frottement avec son propre fonctionnement. La philosophie taoïste décrit cela comme un retour au simple sans perdre la profondeur. La synthèse poétique de cette étape dirait que la maturité consiste à savoir quand avancer et quand soutenir le silence. Mais le silence ne clôt rien. Il ouvre simplement l'espace à une perception plus fine. Le modèle zen nous rappelle que toute connaissance n'est qu'une fenêtre, jamais la fin du paysage. Cela invite à continuer d'observer ses propres rythmes. Si ce parcours a apporté de la clarté, il vaut la peine de transformer cette compréhension en observation quotidienne, sans rigidité et sans recherche de résultats immédiats. La synthèse poétique finale affirme que l'équilibre ne consiste pas à trouver un point fixe, mais à apprendre à se mouvoir avec ce qui vit. La philosophie taoïste transforme cette phrase en pratique, en rappelant que tout se renouvelle dans l'alternance. La non-conclusion ici est intentionnelle, car elle préserve le caractère ouvert du chemin. La question qui demeure est simple et profonde. Quel mouvement interne êtes-vous prêt à reconnaître à partir de maintenant? Partager vos expériences enrichit cette investigation collective. Les commentaires maintiennent vivant l'étude et le parcours se poursuit pour ceux qui souhaitent accompagner ces prochaines étapes dans un silence attentif.